Bonjour à tout le monde, merci d'être venu, que ce soit professeur de primaire, secondaire, instruction en famille, vous êtes tous les bienvenus, ou même curieux, ou même voilà, avoir envie de connaître ce que c'est que la grammaire en couleur. Alors, je ne ferai pas en 1 heure de temps le tour de la grammaire en couleur, parce que pour une formation de ce type, le concepteur prévoit 5 jours et souvent on a envie d'un jour ou deux de plus. Voilà, rien que pour parler de la conjugaison, c'est des formations spécifiques de 2 à 3 jours. Donc là, ce sera juste une présentation avec quelques principes. Et puis, nous verrons dans 1 heure si vous avez quelques questions. J'essaierai d'y répondre. Peut-être que le concepteur sera en ligne avec nous à ce moment-là et si je ne peux pas répondre, nous aurons la chance qu'il nous réponde. Alors, on va démarrer. Alors, tout commence l'année où Maurice Laurent, le concepteur de la grammaire en couleur, a rencontré Caleb Gattegno, il y a bien longtemps. Et tellement longtemps que c'est l'année de ma naissance. Eh bien, Caleb Gattegno avait déjà commencé à travailler sur la grammaire. Et pour que les enfants, les élèves, les apprenants puissent manipuler, il s'était dit, on va faire des étiquettes. Et ces étiquettes avaient des couleurs différentes selon que les mots écrits dessus étaient des noms. À ce moment-là, les étiquettes étaient vertes. Si les mots écrits dessus étaient des verbes, alors c'était orange, et puis etc. Il y avait des couleurs comme ça. Et puis, eh bien, Maurice Laurent et sa femme, Christiane Laurent, ont beaucoup pratiqué ces étiquettes et sont devenus des experts. Et ils étaient aussi très, très, très séduits par une partie de la pédagogie de Caleb Gattegno qui est l'économie. Or là, en termes de matériel, il y avait un souci de rangement. Vous imaginez bien, des enfants ou même n'importe qui, on est là devant ces étiquettes, on veut utiliser tel ou tel mot et on cherche désespérément, je ne sais pas moi, le mot gâteau au milieu de tous les noms verts, là, ça nous fait un gros paquet, là, et on cherche le verbe, etc. Ça devenait vraiment compliqué et sont venues plusieurs idées en tête de Maurice Laurent jusqu'à arriver au modèle qu'on va voir tout à l'heure. Les principes de ce modèle sont les suivants. Tout d'abord, on considère que le langage oral est premier dans tous les cas. Donc, ce sera notre base. Ensuite, on considère aussi qu'apprendre à lire, c'est aussi apprendre à orthographier, d'autant plus en français. N'est-ce pas ? Ce n'est pas la même chose dans d'autres langues où apprendre à lire, finalement, l'orthographe est assez rapide, tout ce qui se lit s'entend et ce n'est pas le cas du français. Donc, apprendre à lire, c'est aussi apprendre à orthographier. Et pour tout ça, il faut déjà percevoir, apprendre à percevoir. Mais cela, on le sait déjà. Dans notre toute petite enfance, on a déjà appris à percevoir. C'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur une compétence qu'on a déjà en nous. Ensuite, il va falloir évoquer, c'est-à-dire faire revenir en nous des images pour pouvoir avancer. Et ça aussi, on sait déjà le faire parce qu'on l'a fait tout petit enfant quand on a appris à parler. Ensuite, il y a la partie reconnaître. Et ça aussi, on sait le faire depuis tout petit quand on a appris à parler.
On pourrait citer tout un tas d'exemples par rapport à nos apprentissages, mais notamment l'apprentissage du langage oral. Petit à petit, l'enfant qui grandit saura reconnaître ce que c'est qu'un arbre, que ce soit un pommier ou bien un érable, un platane, etc. Il saura que c'est un arbre. Il sait déjà catégoriser, il sait déjà faire des ensembles, il sait déjà abstraire. Il en a besoin pour apprendre à parler. Donc, nos piliers vont être ces capacités que l'on a déjà quand on a appris à parler, pour pouvoir grammatiser et orthographier. Alors, commençons avec le tableau. Le premier tableau qui s'appelle le tableau des natures de mots. Des natures des mots. Avec ce tableau, nous allons pouvoir ranger les mots à l'intérieur des cadres que vous avez devant vous. Il y a toutes les natures de mots devant vous. Alors commençons, découvrons. Si je vous dis un tableau et que je pointe comme ceci, ou encore mieux, que je pointe comme cela, un tableau. Je n'ai rien dit sur quelle est la définition de ce mot-là ou quelle est la définition de ce mot-là. Je n'ai fait qu'une seule chose, j'ai rangé les mots. Et avec les élèves, quels que soient les élèves, on démarre de la même manière. Donc, il va y avoir un corpus que l'enseignant devra préparer à l'avance. Donc là, je pourrais dire encore un bateau, un avion, la mer, le ciel, les nuages, les étoiles, un soleil, une fille, des dames, la peur, la joie, la tristesse, une opération, etc., etc. Je donne un corpus à mes élèves et je fais en sorte que je balaye dans une case ou dans deux cases, enfin en tout cas déjà dans une. Là par exemple, ce que j'ai fait, c'est plutôt balayer différentes sortes de noms pour que la représentation de ce cadre soit suffisamment complète. C'est-à-dire que finalement, dans ce cadre, je peux mettre le mot soleil, je peux mettre le mot opération, je peux mettre le mot fille, je peux mettre aussi le mot pantalon, je peux mettre ordinateur, électricité, je peux mettre, tiens, des mots qui. Ah, des mots qui, et bien c'est ça qu'on va demander au bout d'un moment à nos élèves, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup de corpus et à un moment donné, on va leur dire, tiens, d'après vous, maintenant que ça devient facile, d'après vous, dans ce cadre vert, ben, on met des mots ensemble, mais pour quelle raison? Et c'est eux qui vont construire la définition de pourquoi on les met ensemble. Et du coup, ça va donner la définition du terme qu'on va donner après, qui ce sera le nom pour celle-ci, pour ce cadre-là. Mais très vite, d'ailleurs, les enfants, mais je suis sûre que les autres apprenants francophones peuvent le faire aussi, ils vont sortir le mot « non ». Parce que finalement, c'est nommer les choses. Mais les choses au sens large, c'est-à-dire des sentiments, aussi bien des objets tangibles que imaginaires, des concepts. D'accord ? Donc, petit à petit, les enfants sont capables de produire une définition. Est-ce que le maître l'a donné? Non. Le maître n'a donné qu'un corpus. Et c'est à lui de choisir son corpus pour emmener petit à petit ses élèves à conscientiser pourquoi ces mots sont-ils ensemble. Je pourrais aussi agrandir cette case-là.
par exemple, j'ai dit un gâteau, des gâteaux, le gâteau. Alors, je vais changer un peu là aussi, mais on va surveiller plutôt cette partie-là. Plusieurs bateaux, quelques bonbons, mes bonbons, tes bonbons, certains bonbons. 7 bonbons, ou bien 24 bonbons, ou bien 136 bonbons. Tiens, quand j'étends cette case finalement, je m'aperçois que la définition qu'on trouve souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent dans des résumés rapides sur certains blogs d'enseignants, ben non, ces mots-là, ils ne sont pas tout le temps petits. Et ils ne sont pas tout le temps tout seuls. Ils sont souvent, mais pas tout le temps. Donc ici, dans cette case, ce sont des mots qui. Eh bien, les élèves, parce qu'on aura donné un corpus suffisant, pourront dire, ce sont des mots qui, la définition, vous avez certainement deviné, je suis sûre même, que certains ont déjà deviné rien qu'au début. Et on va pouvoir dire à la fin, quand la définition a été, on va dire, que tous les élèves sont d'accord sur cette manière, hein, ça se travaille une définition, hein, on écrit d'abord une phrase, parce qu'une phrase vient, puis une autre, puis finalement on retravaille, on arrive à une définition un peu plus synthétique. Et quand on a tout ça, alors on pourra dire, ben, les mots jaunes, eh bien, ce sont des déterminants. Donc, le terme grammatical vient après. Vient d'abord la perception qui vient de l'évocation. Hein, on évoque les mots, on essaye de voir à quoi ça correspond. D'accord ? Et ensuite, on peut arriver à verbaliser comment on fait pour trier ces mots, pourquoi on les met là, et alors le terme arrive à la fin. On a d'abord le sens avant d'avoir le terme grammatical. Alors, je vous ai fait explorer ces deux cases, mais je pourrais aller un peu plus loin. Par exemple, une montagne immense. Mais je peux aussi dire une immense montagne. Une grande montagne. Une gigantesque montagne. Une montagne gigantesque. Une montagne enneigée. Une petite montagne verte. Une maison campagnarde, pardon. Par moment, je recherche mes exemples. Une petite maison bleue. Une fleur épanouie. Une petite fleur rouge fanée. Et parce qu'on aura à nouveau donné suffisamment de corpus, alors cette case va elle aussi prendre corps, prendre vie, et les images deviendront de plus en plus claires et les enfants vont pouvoir, alors je dis les enfants parce que c'est vrai que j'ai plus un public d'enfants, mais les adultes de la même manière vont pouvoir donner une définition et nous on va arriver avec le terme grammatical si le terme n'est pas connu. Ce sont donc les adjectifs. Bien, mais ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir explorer toutes les cases. D'accord ? Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de tout de suite, puisqu'on a 3 cases déjà, de travailler sur le groupe nominal, puisque c'est là qu'on est finalement, on a déterminant non adjectif. Si on fait apparaître des traits qui coupent certaines cases en deux, alors on peut jouer un nouveau jeu.
je peux ranger les mots encore différemment, c'est-à-dire encore plus précisément. Une table, des tables. Un bureau, des bureaux. Ce travail, ces travaux. La porte, les portes. Le chat, les chats. Un chat, quelques chats. Un chien, plusieurs chiens. C'est-à-dire qu'on va aborder ici le singulier et le pluriel sans dire singulier, sans dire pluriel. C'est les enfants, encore une fois, qui vont dire, mais tiens, mais on a rangé comme ça, mais là, ici, ils sont tout seuls. Là, bon, il y a une correspondance dans l'espace aussi qui aide beaucoup les apprenants. Bien. Mais on fait de la grammaire, pourquoi? Oui, parce qu'on aime bien, d'accord. Mais voilà, il y a quand même une finalité, c'est l'orthographe grammaticale. Et pour pouvoir travailler l'orthographe grammaticale, il faut bien que je reconnaisse les mots. C'est ce que je peux faire. Et je peux aller un petit peu plus loin en utilisant le tableau suivant. Le tableau suivant, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle le Fidèle. C'est un tableau de correspondance phonologique et graphologique. Et donc, les différentes écritures de chaque son sont représentées. Un son, une couleur. Ici, vous avez le son A, U, I, O, E, E, OU, E, O, ON. Je ne sais pas si je m'entends, je sais pas si vous m'entendez bien. En. On t'entend parfaitement bien. Ah d'accord, pardon. On, un. Alors on fait pas des fois, on a du mal à faire la distinction ici. Un, ouin, oua. Pour ces sons-là, je ne pourrais pas les dire tout seul. Ça s'appelle des consonnes, c'est-à-dire qu'ils sonnent avec. Donc, je ne vais pas les dire tout seul. Mais je pense que vous avez vite repéré les sons qu'ils représentent. Voilà. Donc, je pourrais pointer tout un tas de mots que j'ai mis là, par exemple, à l'intérieur, et me servir de ce tableau pour faire de l'orthographe lexicale. Mais là, pour la grammaire et l'orthographe grammaticale, je vais aussi pouvoir m'en servir. Comment? Eh bien, par exemple, je peux pointer le mot un tableau. Un tableau. Et puis, sur le tableau qu'on a vu ici, voilà, on peut dire un tableau. Et maintenant, demander aux élèves de faire le jeu de pointer des tableaux. Donc, on revient là-dessus et on fait pointer des tableaux. On y va. Des tableaux. Voilà. Et donc, on va travailler la place des pluriels des noms partout dans chaque colonne. D'accord? On les voit, là, ici, on a une ligne bien droite avec des S. On voit bien que c'est des terminaisons de mots. Ça pourrait être des verbes avec le pronom personnel tu, mais ici, on va travailler essentiellement, pour cette étape-là, avec les noms, les pluriels des noms. Et on voit d'autres pluriels avec un X, par exemple. Voilà. Alors, je reviens à mon tableau. Une fois que j'ai travaillé tous ces noms,
Eh bien, je m'aperçois d'une chose, c'est que, eh bien, la plupart du temps, les noms, ils prennent un S. Certains prennent un X. Et puis, ben, quand ils ont un S, en fait, ils gardent le S. Et quand ils ont un X, ils gardent le X, on ne rajoute rien. Et quand ils ont Z, tiens, ben, on ne rajoute rien non plus. Et puis, il y a les transformations. C'est alors qu'on arrive sur cette trace-là. La trace qui dit, il n'y a rien à la fin, mais je rajoute un S. Il n'y a rien à la fin, mais je rajoute un X. Au pluriel, hein, sous-entendu au pluriel, on est dans la colonne des pluriels. Et ainsi de suite. Mais à partir de là, maintenant, il va falloir pointer au bon endroit. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Un tableau, des tableaux. Alors, si on vient de découvrir, on dit oui, d'accord, c'est facile. Bon, bah, très bien. Et puis, ben, admettons, je dis un pneu. Alors, pneu, je sais que c'est là, parce que c'est singulier. Alors, si je ne sais pas ce que ça prend à la fin, ben, je ne sais pas. Donc là, il va falloir que quelqu'un donne la réponse parce que les élèves ne peuvent pas le deviner. Le maître va pouvoir donner la réponse, sauf s'il y a un élève là. Et puis ensuite, on continuera. Donc, un pneu. Quand je pointe ici, je veux dire quoi? Je dis que je sais qu'au pluriel, pneu prendra un S. Si j'avais pointé ici, parce que finalement, on finit par rien de ce que j'ai en dessous, alors je voudrais dire au pluriel, il prend un X. Donc, si le professeur dit, ben voilà, nos ancêtres ont choisi que pneu finissait par X, pardon, par S, oh là là, par S au pluriel, c'est ici que je pointerai un pneu. Et donc, des pneus. Oui, mais alors, des pneus, admettons, je ne l'ai vu que d'une seule manière, des pneus. Ah, ben, là, ça veut dire qu'un pneu, ça prend un S aussi. Donc, pneu prend toujours un S. Donc, dans les deux cas, que ce soit qu'on pointe, que ce soit le singulier ou le pluriel, il va falloir regarder des deux côtés de la colonne, des colonnes. D'accord? Et ça prend un certain temps au départ. Il y a un grand entraînement à faire avec les élèves. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin. On va lâcher un petit peu les terminaisons des noms et on va explorer un petit peu cette case des adjectifs qui pose des gros soucis pour les débutants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils s'accordent en genre et en nombre. En genre aussi. Alors là, on va pouvoir, en plaçant des traits dans la case des déterminants, aider au pointage au bon endroit. Et là encore, on n'est pas dans l'écrit au départ, on n'est qu'avec des cases vides. On range les mots, d'accord? Par exemple, je vais dire un petit pantalon, d'accord? Une petite jupe, des petits pantalons et des petites jupes. Ça demande un certain travail, une habitude, et ça demande beaucoup de présence à nos élèves pour bien cerner, tiens, j'ai dit un petit pantalon. Oui, alors, petit pantalon, c'est après, j'ai dit un, enfin, voilà, ça prend un certain temps avant que nos élèves arrivent à pointer de manière fluide ici. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on va pouvoir retourner dans notre tableau ici et alors on va pouvoir travailler de la même manière qu'on a fait pour les noms. On va faire écrire, alors je ne vous ai pas mis des adjectifs ici, mais c'est toujours le même tableau.
on va pouvoir faire écrire, on pointera que les adjectifs vert, verte, vert, verte, c'est-à-dire les écritures dans les 4 colonnes. D'accord? Et petit à petit, on va pouvoir arriver à un modèle de la même façon qu'on avait un modèle ici, avec des accords différents, selon les sortes d'adjectifs. Curieux, curieuse, curieux, curieuse, par exemple. D'accord ? Je vais avancer, parce que le temps tourne et qu'il y a plein d'autres choses à dire. Mais vous n'hésiterez pas dans vos questions. Une fois qu'on a fait les adjectifs, en tout cas une partie des adjectifs comme ça, et puis les noms, on peut faire pointer voilà, nos élèves dans ces 3 cases et ça demande déjà beaucoup de réflexion. Et puis par la suite, on va aussi travailler sur d'autres natures de mots. Pourquoi pas, par exemple, sur celle-ci. Une grande maison peut se remplacer par elle. Alors, par exemple, on va prendre un autre exemple. Celui-là n'est pas bon. On va prendre une grande dame. Elle. Mais ça nous gêne parce que finalement, on a besoin de cette case-là. Ce n'est pas suffisant. Ici, c'est les verbes. Donc, on va en abreuver quelques-uns suffisamment pour qu'on puisse travailler sur cela. Les pronoms, les mots qui remplacent les groupes nominaux. Bien, une fois que c'est fait, on aborde souvent d'abord les pronoms personnels, ce qui nous aide à apprendre et aborder la conjugaison. Grâce à ces pronoms personnels, on va pouvoir travailler une nouvelle case, enfin, nouvelle, pas tout à fait, on y a un peu travaillé, mais en tout cas, un nouveau découpage de cette case orange. Par exemple, elle discute, elle discutera, elle discuta, elle a discuté, elle aurait discuté, elle avait discuté, nous avons mangé, nous mangions, vous partez, elles ont... oula, j'ai un blanc. Elles ont... je ne sais pas, ça ne me vient pas. Dîné. Pardon? Je n'ai pas entendu, Sarah. Elles ont dîné. Oui, par exemple, elles ont dîné. Ensuite, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on aide les élèves à comprendre qu'il y a des temps simples et des temps composés. Dans les temps simples, les temps composés, si on travaille qu'avec les pronoms, vous savez comme moi, ce n'est pas suffisant. Les phrases, on les compose avec des groupes nominaux. Une fois qu'on a travaillé avec les pronoms personnels ou en même temps, de manière concomitante, on travaille aussi avec le groupe nominal qui va être sujet du verbe. Dans cette case de temps simple, on a un autre découpage qui se passe. On a, allez, on va prendre tu parles, tu parleras, tu parlais, il mange, elle joue, etc. Donc, on a une trace présent, passé, futur. Et à partir de là, on va aller à nouveau dans notre tableau qu'on appelle le fidèle. On va travailler les terminaisons des verbes. Et dans la suite logique du primaire, on travaille d'abord ici, cette partie-là, qui est les verbes en ER et assimilés.
Alors, je dis assimiler puisque, par exemple, il y a le verbe ouvrir qui se conjugue de la même manière que le verbe parler, par exemple. Tu ouvres, tu parles. Et puis, il faudra bien entendu travailler sur le verbe avoir au présent, et puis le verbe être au présent, le verbe aller, le verbe faire. Mais quand on passera au futur, par exemple, si on traite le futur avant, par exemple, l'imparfait, je vous ai mis en exemple, eh bien, on va s'apercevoir, au fur et à mesure des exemples, que les terminaisons, c'est toujours les mêmes. Que ce soit pour le verbe avoir, ou être, ou aller, ou faire, ou tous les verbes qu'on a vus pour ici, c'est toujours la même terminaison. Et pour tous les autres verbes aussi. Verbe prendre, verbe vendre, etc. Au fur et à mesure, on va avancer en conjugaison et on aura la case orange que je vous ai agrandie un petit peu là, qui sera complétée. Alors, on retrouve notre présent ici. Nous n'avons plus les 4 verbes que j'avais écrits. Alors, je vous les remets. Voilà. Avoir, être, aller et faire. Ils sont ici dans les 4 petits points. Hein, un symbolisme. De façon à pouvoir voir le présent ici, schématisé. D'accord? Alors, on peut les reconnaître ici. Je ne sais pas si vous voyez. On a on. Je pense que oui. Et voilà, ce sont les verbes qui finissent par on, alors qu'ici on a ENT, n'est-ce pas? Voilà. Donc le présent, de l'indicatif, le futur, l'imparfait que je vous ai montré. Et puis, on aura d'autres temps, ici passé simple, d'autres temps, d'autres modes. Ici, les temps composés qui apparaîtront. Passé composé, le premier qu'on voit dans les programmes. Ensuite, vont apparaître d'autres cases qu'on va traiter l'une après l'autre. C'est pour ça que je ne vous ai pas tout mis là en même temps. Donc, ici, les coordonnants. Ici, les adverbes. Et ici, on va étendre petit à petit cette case à tous les pronoms, puisque il n'y a pas que les pronoms personnels, n'est-ce pas? J'avance un peu plus vite, puisque le temps passe. Voilà les tableaux complètement remplis. On voit qu'ici, pour les adjectifs, une partie a été rajoutée, n'est-ce pas? C'est pour les participes passés utilisés comme adjectifs. Ici, il y a un échantillon, hein, ce n'est pas exhaustif, des déterminants, un échantillon des prépositions. Et puis, il y a une case là qui pose un petit peu souci de temps en temps. Alors, regardons-la un petit peu. On va déjà regarder ces trois-là. Par exemple, je pourrais dire je prends la clé. Je prends la clé. OK. Pardon, je me suis trompée. Dans mes exemples, je voulais travailler là-dessus. Alors, on va redémarrer là-dessus, pardon. On ira là après. Alors, je recommence. Allez, c'est parti. Je prends la clé. D'accord? Mais si je n'ai pas envie de répéter la clé, de dire la clé, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je remplace la clé par un pronom. Et je dis je prends. Pardon, je. Ouh là là. Me tromper, ça m'a. La prends. D'accord? Ce n'est plus cela là, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il remplace la clé. D'accord? Je donne la clé à ma mère. Je donne la clé à ma mère.
Alors, je ne veux pas dire à ma mère, mais je veux qu'on comprenne. Alors, je dis, je lui donne la clé. D'accord? Donc, ici, distinction. D'accord? Et le là, qu'il faudra bien travailler, qui est différent. Celui-là, c'est un déterminant. Ici, c'est un pronom, c'est-à-dire qu'il remplace un groupe nominal. D'où leur place d'ailleurs. Hein, ils sont juste au-dessus du groupe nominal, des composants du groupe nominal. D'accord? Ensuite, pour travailler ici, par exemple, il revient, oups, pardon, revient de la plage. D'accord? Et je peux aussi dire, il revient de le marché. Ah ben, vous allez me dire, mais Cécile, ça va pas là, de le marché. Ben non, c'est pas ça qu'on dit du marché. Ah, d'accord, ok, ok. Alors, je recommence. Il revient de le nom du marché. Les mots qui se trouvent ici et qui posent des fois souci, en fait, ils sont à la fois des prépositions et à la fois des déterminants. D'accord? Ils remplacent deux mots. Donc là, en l'occurrence, du marché, de le, ils remplacent de et le. OK? Ben, par exemple, je pourrais dire je vais à la plage. Alors, c'est là-dedans. Vais à la plage. D'accord? Mais aussi, je pourrais aller je vais à le marché. Ah ben non, ça ne se dit pas en français. Ah d'accord, au marché. OK? Donc voilà les petites nuances. Alors j'en parle parce que j'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet. Je crois que c'est Rita qui en avait parlé. Le 2 ici et le là. Hein? J'avais reçu ça dans les questions quand vous vous êtes inscrits. Je ne peux pas en parler trop longtemps parce que j'ai plein d'autres choses à dire, mais s'il y a d'autres questions, et si Maurice est là avec nous, eh bien, je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure, si je n'y arrive pas. Bien, alors, pour travailler la conjugaison, particulièrement, nous avons aussi des affiches qu'a conçues Maurice Laurent qui accompagnent la grammaire en couleur. Alors, elles sont toutes là, mais c'est des grands formats. Hein. Une librairie, un village assez fourni en petits commerces, une série d'un voyageur et puis une piste de ski. Et chaque image peut servir d'appui pour déclencher certains temps de conjugaison. Je vais avancer. Il y en a d'autres. Ensuite, ici, pour faire écho aux images qu'on vient de voir, il y a des tableaux de conjugaison. Quand ils sont vides, ils sont ainsi. Quand ils sont pleins, ils sont comme cela. Ici, nous avons un autre rangement pour la conjugaison. Je vous laisse observer un petit moment parce que c'est assez dense. Et regardez si vous reconnaissez des colonnes qu'on a vues dans le tableau de nature de mots. Par exemple, le présent. Est-ce que vous arrivez à le retrouver? Le présent de l'indicatif.
Alors, présent de l'indicatif, il est là. Du coup, vous pouvez tout à fait déduire. Ici, nous sommes dans... Eh bien oui, c'est ça, l'indicatif. Et ici, on a une réduction de personnes. Hein, pronom personnel, impératif. Et puis, je vous laisse deviner pour le reste. Ici, nous avons les mots déclencheurs pour pouvoir justement déclencher les temps dont nous avons besoin en lien avec, par exemple, ces images-là. Encore une fois, pour se former à l'utilisation de ces tableaux, il faut environ 2 à 3 jours de formation. Donc, je ne vais pas pouvoir faire le tour ici. Voilà. Et puis, nous avons aussi un autre tableau qui se construit avec les élèves. On ne le met pas comme ça devant les élèves, il se construit au fur et à mesure parce que dans la grammaire, nous avons aussi les fonctions des mots dans la phrase. Donc ici, nous allons avoir ce cadre-là qui va apparaître avec le cadre qui est là, noir en premier. Ensuite apparaîtront rouge et bleu, et puis les autres cadres autour. En d'autres mots, ici on travaille les fonctions, donc on travaille le sujet, ici, en jaune. En noir, le groupe verbal, avec le verbe et toutes les sortes de compléments en fonction des verbes, c'est-à-dire voix active, voix passive, verbe d'état. Les compléments de phrase et les autres compléments. On avance un peu. Alors, juste pour votre information, on a ici, voilà, je vous ai montré le Fidèle comme outil d'orthographe. Quand vous achetez le Fidèle, il fournit gratuitement un petit livret qui montre comment est construit le Fidèle, comment l'utiliser avec des jeux et de quoi vous aider pour savoir, par exemple, voici la première page des jeux, pour connaître, si ça ne vous vient pas, hein, moi ça m'a beaucoup servi au début, pour connaître un exemple de chacune des graphies que vous avez dans le Fidèle. Voilà. Évidemment, nous avons, ce que je vous conseille fortement, les livres, on va dire les guides du maître de la grammaire. Nous avons deux guides, un plus sur la grammaire, un plus sur la conjugaison. Il existe aussi un CD-ROM sur lequel vous avez en PDF tous les tableaux, ce qui vous permet de pouvoir travailler très vite avec, ou de projeter aussi. Il est possible de les projeter sur un TBI ou un TNI. Il existe aussi des programmes qui s'appellent Gramortho et Lexortho. Alors, nous, aujourd'hui, on a travaillé plus sur la grammaire. Alors, sur le site de l'association, vous pouvez aller chercher dans la boutique Gramortho. Et donc, vous pouvez vous abonner. Et vous avez dans ce logiciel toutes les étapes dont je viens vous parler, et plus détaillées encore au niveau de la conjugaison. J'ai commencé très détaillé, puis après je suis allée un peu plus vite. Là, vous avez toutes les étapes. Je pense que vous avez compris que ça peut démarrer jeune, 8 ans, 7-8 ans, mais ça concerne plus particulièrement, la grammaire en couleur, ça concerne plus particulièrement la fin du primaire, alors on va dire 10-11 ans, jusqu'à la fin du collège en France. D'accord? Bon, on va dire 14 ans, 15 ans. Voilà. Le deuxième logiciel est aussi un logiciel conçu par Maurice Laurent. Ça travaille l'orthographe lexicale. Bien. Pour travailler la grammaire chez les petits, il y a d'autres ouvrages possibles. Dans
un ouvrage qui s'appelle Dingue de Doudou, qui travaille d'abord en priorité, hein, donc la lecture. Il y a des exercices proposés pour faire de la grammaire, tout aussi bien sur les cahiers de lecture à l'intérieur desquels vous trouverez des exemples. Ici, vous voyez, étude de la langue, en tout cas un début de travail sur la langue pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé en avance. Je suis allée trop vite. Bon, très bien. Il y a certainement des questions. Alors non, personne n'a exprimé de questions particulières dans le Q&R. D'accord. Alors j'ai une main qui se lève. De Anna-Marie. Alors le problème, j'ai peut-être pas pensé à vous le dire précédemment, mais le format webinaire ne permet pas en fait la prise de parole des participants ainsi que le fait de vous voir. Donc, vous pouvez en revanche poser vos questions par la messagerie qui se trouve, qui est accessible en bas d'écran. Il y a marqué Q&R pour questions et réponses. Et si vous pouvez indiquer vos questions, voilà. Donc, Anna-Marie vient de... Ah, d'accord. Existe-t-il le tableau en anglais? Voilà la question. Pas à ma connaissance. Non. Si Maurice, tu es avec nous, tu peux répondre par écrit si tu veux. Mais pas à ma connaissance, non. Maurice, tu veux prendre la parole? Si tu veux prendre la parole, on peut peut-être te la donner. Ce serait peut-être plus simple pour toi. Je cherche Maurice. Ah, et quelqu'un me demande, et en espagnol. Pour l'instant, personne ne s'est penché sur la question, mais je pense que Maurice Laurent, je pense qu'il a tout à fait toutes les réponses à ces questions-là. Voilà. Maurice? Vas-y, Maurice, je pense qu'on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, tout à fait. Alors, je réponds de façon précise à cette question. Un certain nombre de collègues ont appliqué, se sont servis du tableau des catégories de mots en anglais. Par le passé, un travail avait été fait avec l'allemand. C'est tout ce que je sais. Donc, l'anglais est l'allemand, mais je sais aussi que des tentatives ont été faites en arabe au Maroc. Oui, alors en arabe, il existe un tableau qui a été construit, oui, à Agadir, oui, au Maroc. Bon, il est clair que fondamentalement, les mêmes catégories mentales existent chez tout le monde avant qu'elles soient exprimées au travers du langage. Donc, ça peut servir. Ce qui compte, c'est l'approche pédagogique qui est qu'on travaille sur la langue sans métalangage au début. Les élèves sont des chercheurs, les élèves sont des essayistes et il s'agit d'un jeu au travers duquel les principales caractéristiques de la langue vont être découvertes par les élèves eux-mêmes. Donc, c'est applicable à n'importe quelle langue, mais il y a quand même, parce que les langues ne sont pas uniformes tout de même, il y a quand même des adaptations à faire. Voilà ma réponse. Alors, est-ce qu'avec des adultes non francophones, j'arrive pas à voir la fin. On élabore au fur et à mesure un premier tableau où est-il donné tout rempli? Alors, le premier tableau, il est donné, c'est celui-là dont vous parlez. Ouais. C'est celui-là. Il est donné comme ça, c'est-à-dire il est vide, mais il y a tous les cadres. Voilà, pour répondre. Voilà, c'est un tableau muet. Alors, une formation est-elle prévue? Alors, il y en avait une qui était prévue. Alors, voilà, du contexte. Hmm. On est en train de reprogrammer l'ensemble des formations pour
le second semestre 2020, sachant que comme beaucoup, on a été contraint d'annuler un certain nombre de formations entre le mois de mars et jusqu'au mois de juillet, puisque jusqu'à très récemment, on ne savait pas finalement si on allait pouvoir reprendre les formations en présentiel. Donc, a priori, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Donc, plus d'informations à venir. Et puis, il y a une question, c'est quoi le métalangage? Alors, vas-y, Maurice, vas-y. Le métalangage, c'est la terminologie que l'on associe aux catégories de la langue que l'on découvre, dont nom, déterminant, adjectif, verbe, adverbe, conjonction. C'est du métalangage, c'est-à-dire c'est un langage dont on se sert pour parler du fonctionnement de la langue. Hein, on s'en sert pour en parler. Voilà. Alors, il y a une question sur… Ouais. Alors, pouvons-nous trouver des vidéos ou films sur la grammaire en couleur? Alors là, on peut répondre oui, tout à fait. Il y a le film d'un séminaire de grammaire en couleur qui est disponible au catalogue de l'association et qui représente en fait 6 jours exactement de stage. Voilà, 10 heures de film qui est disponible à la vente via l'association. Donc vous retrouverez, je vais vous mettre d'ailleurs le lien vers la page. Alors, autre question, Patricia, avez-vous pensé à des formations à distance? Je me suis permis de répondre qu'on était en train de réfléchir. Pour répondre à la question, demande. Oui, vas-y, Maurice. Vas-y, Maurice. Oui, alors, je voudrais dire à Madame Tessa Leza que oui, il est possible de commencer avec la grammaire en couleur à n'importe quel âge. On peut commencer en CM1, CM2, on peut commencer en 6e, 5e, 4e. On peut commencer même avec des gens qui ont du rattrapage à faire en langue, et en particulier sur les structures de la langue et sur l'orthographe à l'université. Il y a à l'université de Grenoble une collègue qui a offert la grammaire en couleur à des étudiants qui n'avaient pas encore tout à fait fini, disons, l'apprentissage du français et qui avaient besoin de faire des progrès et en grammaire et en orthographe. Et de mettre un peu tout ensemble. Et de mettre un peu tout ce qu'ils avaient vu à l'école, de mettre tout ensemble pour que ça fasse un tout cohérent. Grosso modo, disons, de passer d'une sorte de salade russe non maîtrisée, faite de pièces disparates, à un ensemble cohérent et compris du fonctionnement de la langue. Alors peut-être qu'il serait peut-être utile de parler des livres, Maurice, puisque tu es là, parce que a priori, on n'a pas forcément beaucoup parlé, en dehors de dire que c'était le guide du maître de la grammaire en couleur. Oui. Oui, alors, je veux bien en dire un mot, vous m'entendez? Tout à fait. Alors, il y a deux ouvrages. Le premier est consacré strictement à la grammaire, c'est-à-dire grammaire des catégories de mots et grammaire des fonctions dans la phrase. Le second est consacré à l'orthographe grammaticale, l'expression du temps en français et ce qu'on appelle la conjugaison. Alors, ces livres sont un peu originaux en ce sens qu'ils comportent, d'abord, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, des corpus d'énoncés pour faire travailler les élèves, mais surtout des leçons, des séquences en classe avec des élèves que j'ai imaginé avoir entre 10, 11 et 13, 14 ans. Donc, il y a carrément des descriptions de leçons et puis tous ces corpus qui permettent de travailler
les diverses catégories de mots et diverses fonctions dans la phrase. Voilà. Si vous avez des questions plus précises, je suis prêt à y répondre. Alors, il y a deux questions qui viennent d'arriver. Une de Rita, comment travailler la voix passive avec le tableau, et l'autre de David, pouvez-vous m'expliquer le chevauchement marron-bleu en haut du tableau? Donc là, peut-être que on peut déjà oui, alors, je commence par le chevauchement. Il existe quelques mots en français, quelques pronoms en particulier, qui jouent une fonction d'adverbe, en particulier les deux pronoms en et y, qui peuvent être soit des pronoms personnels purs, par exemple du chocolat, j'en veux, à mes vacances, j'y pense, mais on peut dire aussi j'en reviens et j'y vais. Et quand on dit j'en reviens ou j'y vais, ce sont des pronoms adverbiaux, c'est-à-dire qui jouent à la fois la fonction de pronom et d'adverbe. Ils sont donc à pointer dans l'intersection entre les pronoms et les adverbes. Voilà. Alors maintenant, pour travailler la voix passive, alors c'est difficile à expliquer ici en 2 secondes, mais il s'agit bien de partir d'énoncés que l'on va transformer, mais le travail de la voix active, de passage de la voix active à la voix passive, c'est surtout au niveau des images mentales qu'il faut travailler ça avec les élèves. D'accord? Je donne un exemple très rapide que j'ai l'habitude de donner. Je suis en bateau avec mes élèves et je m'approche en mer Méditerranée d'un volcan en éruption. Et quand je le regarde, je peux d'abord regarder le volcan et dire le volcan crache de la lave. Mais si je mets l'emphase d'abord sur la lave, et que je regarde d'abord la lave, alors je vais dire que de la lave est crachée par le volcan. Donc, le travail sur l'actif-passif est surtout un travail avec les élèves sur les images mentales. Et c'est ça qui les intéresse parce que les images mentales, c'est quelque chose de fondamental. Et lorsque je parle ou que les autres me parlent, je ne cesse de faire des images mentales. Bon, c'est très succinct, mais voilà ma réponse. Une autre question? À quoi sert, à quoi correspond le petit rectangle bleu en haut à gauche? Alors, je pense que c'est pas sur votre écran, vous devez avoir bleu. Normalement, c'est gris. Je pense que c'est de celui-là dont vous parlez. Ah oui, oui, oui. Alors, j'y vais ou tu vas? Vas-y, Maurice. Ce sont les interjections. Waouh! Ah, oh! Parce qu'on peut tout pointer dans ce jeu de grammaire, n'importe quel texte. Bien, c'est qu'on entend Christiane. Alors, il faut savoir, pour toutes les personnes qui sont avec nous, c'est que la grammaire en couleur n'a pas été conçue uniquement par Maurice Laurent. Il a été énormément secondé par sa femme qui s'appelle Christiane et qu'on entend parce qu'elle est à ses côtés à tout moment. Alors, je vais même compléter, si c'est possible. Oui. Je veux dire qu'à l'École internationale de Genève, pendant 20 ans, nous avons cherché à essayer de trouver des outils pour les élèves, des outils qui feraient en sorte que les élèves utiliseraient toutes leurs facultés, qu'elles soient mentales, perceptives, affectives, et que chercher donc des outils qui rendraient la grammaire d'une part agréable et d'autre part efficace. Et le travail que nous présentons aujourd'hui est le travail de toute une équipe d'enseignants. C'est le résultat donc d'essais, d'expérimentations en classe sur une vingtaine d'années. Voilà. On a fait le tour des questions, apparemment. Oui, je vois des mains levées, mais je pense que c'est plus c'est des questions auxquelles on a déjà répondu, je pense. Sauf si Anna-Marie et Sylviane
Encore une question? Auquel cas, je vous laisse les taper dans le QR, puisque a priori, je n'ai pas... Ah, pourrons-nous rejoindre ceux qui travaillent le tableau en anglais? Donc, en fait, la question qui est posée, c'est de savoir s'il est possible d'être mis en contact avec les personnes qui travaillent de cette façon-là, mais en anglais, si je comprends bien. C'est moins essentiel en anglais parce que l'orthographe, Alors, on ne sait pas si en anglais la grammaire est... pour le moment, je ne connais que Alain Rosel, qui est retraité, qui est en Californie, comme personne qui pourrait être contactée pour l'anglais. Donc, vous pourriez donner les coordonnées d'Alain Rosel. D'accord. Alors, on a une question de Sylviane qui pose par rapport au chevauchement jaune et rouge, je pense. Mais Oui. il y a eu, je pense qu'il y a eu peut-être un petit passage loupé. D'accord. Alors, vas-y, Maurice, ce sera peut-être plus clair avec toi. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Bon, il y a en français, comme l'a montré Cécile, des suites comme à la gare. Hein, je vais à la gare. Et là, on a nettement une préposition, un déterminant et un nom. Je vais à la gare, je vais vers la gare, je vais dans la gare, je vais devant la gare, je marche autour de la gare. D'accord. Bon. Mais lorsque le nom est masculin, il se trouve qu'en français, on ne dit pas je vais à le marché, mais on dit je vais au marché. Alors aujourd'hui, ces mots comme au marché, où je reviens du nord, hein, le au et le du, correspondent à ce qu'on appelait avant des articles contractés et qu'on appelle aujourd'hui des déterminants prépositionnels, ou si vous voulez, des déterminants prépositions, parce qu'ils ont à la fois la fonction, hein, ce sont des fusions de mots qui jouent à la fois le rôle de la préposition et du déterminant. Voilà. J'ai fini. Entendu. Eh bien. Ah, ben donc Anna-Marie demande si nous pourrons avoir d'autres formations par Zoom. Alors, sachant que ce n'est pas une formation, c'est vraiment une présentation des outils. Et voilà. On insiste là-dessus parce qu'effectivement, c'était un gros challenge pour l'association de se lancer dans finalement des formations en ligne, puisqu'elle a quand même tout un historique de formation en présentiel. Et effectivement, il se passe des choses en présentiel qui a priori, voilà, sont peut-être un petit peu compliquées à reproduire à distance. Cependant, pour une présentation des outils, c'était déjà une belle entrée en matière et on réfléchit actuellement à la possibilité de pouvoir organiser des formations, pour le coup, en ligne. Mais donc, c'est en cours de gestation. Alors, pointons-nous de la même manière Ouais. de la confiture et le tour de la ville. Alors, eh ben, je réponds? Oui, allez, vas-y. Non. Non. Non, voilà. Parce que on peut avoir mangé le beurre, mais on peut aussi manger du beurre et on peut aussi manger de la confiture. Alors que je mange de la salade, de la viande, du beurre ou de la confiture, ces du et de là sont des déterminants que l'on appelle partitifs, qu'on appelait avant des articles partitifs. Je n'ai pas la latitude ici d'expliquer pourquoi il est important de faire la séparation entre les deux, mais au niveau de je peux simplement dire qu'au niveau de l'orthographe, il est importantissime de faire la distinction entre les déterminants prépositionnels et les déterminants partitifs. C'est pourquoi
ce matériel est adapté à le faire découvrir. Il est vrai que ça n'est pas la notion la plus simple à faire découvrir, mais l'expérience prouve, en particulier avec des jeunes qui ont à partir de 10 ans, hein, qu'ils vont trouver au bout d'un certain nombre d'exemples pointés par eux-mêmes et par leur père, ils vont trouver des critères fiables, intérieurs, conscients de dissociation des deux catégories. Bien. Ok, Audrey répond, c'est très clair. Eh ben, c'est parfait. Merci. Lisa lève la main, mais est-ce que c'est la même? Alors, en fait, comme j'avais indiqué au tout début, s'il vous est possible de... Non, alors c'est bon. Il n'y a plus de main levée. C'était une erreur, alors. Sinon, l'espace Q&R est toujours à votre disposition. On a encore quelques minutes qui sont possibles si vous avez encore quelques questions. N'hésitez pas. Alors, ce qu'on peut annoncer déjà, c'est qu'un stage en présentiel est prévu en novembre sur le début de la grammaire, donc animé par 2 personnes de qualité, Estelle Chastrus et Véronique Rodose. Alors, les dates, Sarah, tu dois mieux les connaître que moi. Je ne les ai pas mises dans la présentation. Je vais vous dire tout de suite. Donc, c'est le 21 et le 22 novembre. C'est un week-end. Voilà. Voilà, a priori, c'est la programmation qui est en place depuis septembre de l'année dernière, enfin, octobre de l'année dernière, on va dire, quand on a programmé les formations. Et puis, il y a quelques-unes qui vont se rajouter, justement, toutes celles qui ont été annulées entre le mois de mars et le mois de juillet. Voilà, au maximum, sachant que ça pourra déborder un peu sur 2021. Mais en tout cas, effectivement, 21-22 novembre prochain, en présentiel et à Besançon, pour ceux qui sont dans ce coin. Alors, je regarde si... Il n'y a pas d'autres. Ah si, il y a Tessa qui pose une question. Ah, des stages ou des webinaires. Pendant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été. Pendant ces vacances d'été-là, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien parce que effectivement la période a été un peu bousculante. Il y avait 2 stages qui étaient prévus en juillet que nous avons dû annuler parce qu'il fallait qu'on prenne une décision sur ce point. Et la décision a été d'annuler, de les reprogrammer à compter de la rentrée de septembre. Et au final, les stages redémarrent vraiment à compter de début octobre. Voilà, en présentiel. Maintenant, il y a aussi des réflexions en cours pour pouvoir mener des actions de formation à distance dans la mesure des possibilités. Est-ce que j'ai répondu à la question, Tessa? C'est marrant, pourquoi on ne voit pas nous. Voilà. C'est dans le Q&R les questions hein, pour Maurice et Christiane. Alors, pourquoi y a-t-il des points jaunes à côté de l'heure, tout, ce, quel, 3 et quel? Oui, je suis restée sur le... Tout le monde le voit là. Ici, là. Ici, là, voilà. Ça veut dire qu'il Alors, au pluriel. Qui répond? Vas-y, Maurice, vas-y. C'est bien que ce soit toi parce que c'est quand même chouette que ce soit le concepteur qui réponde. Bon. Alors, si vous regardez par exemple le cadre brun des pronoms en haut et à gauche du panneau, vous avez un point marron à gauche et en bas. Alors, ce point marron, c'est celui sur lequel on pointe, on tape, si vous voulez, qu'on touche
lorsqu'un pronom personnel existe mais n'est pas dans la liste affichée. Par exemple, moi. Hein, les pronoms emphatiques, moi, toi, n'y sont pas, donc on va pointer sur le point marron. Maintenant, si je regarde le mien, la nôtre, les leurs, à droite, qui sont les pronoms possessifs, vous voyez qu'il n'y en a que 3 exemplaires alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, lorsqu'on pointe une phrase, si on reconnaît un pronom possessif et si ce pronom possessif n'est pas un des 3 qui sont écrits, alors on pointe sur le point marron. Et dans les déterminants, c'est la même chose. Vous voyez que leur est le seul déterminant possessif. Donc, si c'est un autre possessif comme mon, ton, son, notre, votre, on va, ou mes, tc, on va pointer sur le point jaune. Le ce, c'est pareil pour les déterminants démonstratifs. Si c'est 7, on va pointer sur le point jaune. Enfin, je crois que vous avez compris. Il y a un point jaune aussi à côté de un peu de, par exemple, un peu de beurre. On pourrait avoir aussi beaucoup de beurre. Ce sont des locutions déterminatives, des déterminants qui sont des locutions. Alors, on va pointer sur le point jaune. Merci, Maurice. De rien. Il y a une question de Philippe. Alors, pourquoi toi, moi n'y sont pas? Faute de place? Oui. Alors, j'explique. Question de place et question d'utilité. Alors, vous voyez, si vous regardez les pronoms personnels, c'est-à-dire ceux qui sont en haut à gauche, 2 lignes sont réservées aux pronoms personnels sujets. Ou de conjugaison. Qu'on appelle aussi les pronoms de conjugaison. 4 lignes sont réservées aux pronoms personnels qu'on va reconnaître comme étant complément d'objet direct du verbe. Et 4 lignes qui sont en italique correspondent aux pronoms personnels complément d'objet indirect. D'accord? Et pour l'orthographe, si vous voulez, ce sont ces 3 catégories qui sont les plus importantes et qui doivent être mises en évidence et dont on doit savoir le contenu. Par exemple, si je dis « je la lui ai donné », j'aurai le « je ». Ça dépend qui Alors, parle. si c'est Paul qui parle, ça sera le « je » du haut. Si c'est Annie qui parle, ça sera le « je » du bas. Donc, « je la », qui est le pronom personnel complément d'objet direct ici, oui, là. Alors, le lui, maintenant, le lui, ben, encore faut-il savoir si lui est une fille ou un garçon. Alors, je la lui ai donné si c'est à Paul, c'est celui-ci, et je la lui ai donné si c'est à Marie, c'est celui-ci, etc. Donc, ces pronoms personnels-là, ceux que nous avons placés ici, sont ceux dont il est indispensable de connaître non seulement le sens, mais aussi je perds les mots, moi, le genre et le nombre pour orthographier. D'accord? Les participes passés en particulier. Quant aux autres, oui, quant aux autres, comme toi, moi, eux, d'abord, on n'avait pas la place de tout mettre, et puis, il n'est pas important de les voir ici. Par contre, il est important de les reconnaître comme étant des pronoms personnels. Et les 4 points pour les verbes. Alors, il me semble en avoir parlé. Attends, il faut que j'enlève ça, alors. J'en avais parlé là. Dans le présent. Là. Oui, c'est ça. Ce sont ces verbes-là. Alors, en français, vous le savez bien, il y a 4 verbes qui sont vraiment spéciaux. Ils sont spéciaux parce que le nombre des radicaux, de leurs radicaux dans la conjugaison est élevé. Et ces 4 verbes, c'est les 2 auxiliaires de conjugaison, avoir et être, et les 2 verbes aller et faire, qui sont aussi des
des auxiliaires qui président à la construction de toutes les périphrases verbales. D'accord? Voilà. Donc, ces quatre-là doivent être connus. Toutes leurs formes doivent être connues. Il faut payer un certain nombre d'unités de mémoire pour retenir les formes de tous ces verbes. Maintenant, pour le présent, tu peux dire les quatre colonnes. Voilà. Alors maintenant, si pour le présent, les colonnes qui sont là, ben, je pense que vous les avez reconnues. Hein, c'est je cueille, tu cueilles, il cueille, je mange, tu manges, il mange, je ris, tu ris, il rit, je mets, tu mets, elle met, ou je bats, tu bats, elle bat, je prends, tu prends, il prend, ou je tords, ou je mords. Et puis, une colonne qui n'en a que trois, c'est je peux, je veux, je vaux. Voilà. Alors, ce qu'on voit nettement ici, c'est que le système des désinences le plus complexe en français, c'est celui du présent. Quand on regarde l'imparfait, le futur simple de l'indicatif, le subjonctif présent ou le conditionnel présent, il n'y a qu'une catégorie de désinence, de terminaison, qu'une colonne. Et puis, il y a évidemment le passé simple avec ses quatre colonnes, auxquelles correspondent les quatre colonnes de l'imparfait du subjonctif. Imparfait du subjonctif, qui a sa place en français, mais on sait bien que c'est plutôt le genre de choses qui seront étudiées en dernier, dès lors que tout le reste sera acquis. Ouais, c'est parfait. Ça répondait, je pense, à la question de Rita. Très bien. La question des… Attends, non, les deux points marrons à côté de la case des terminaisons d'imparfait. Terminaison. L'imparfait, ben c'est là. Il n'y a pas de deux points marrons. Bon. Ah, elle parle de là peut-être? Elle a glissé ici? Oui, ça c'est le subjonctif. Ah ben, au subjonctif. Alors, je réponds encore. C'est ça. Allez, vas-y, rapidement parce qu'on a dépassé l'heure. Vas-y. Alors, au subjonctif, il faut que je cours à la gare. C'est un E, donc la plupart des verbes, c'est E, ES, E, etc. Il faut que je vois mon père, V-O-I-E. Et il n'y en a que deux qui résistent. C'est il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, et que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle seule qui a AIT à la troisième personne du singulier, nous ayons, vous ayez, qu'il sait. Voilà. Donc, on a conservé être et avoir comme étant deux verbes un peu spéciaux, les deux seuls spéciaux au présent du subjonctif. Bon. Et voilà qui clôture. Okay. Ben, merci Maurice d'être venu nous accompagner. Et de rien, c'était très intéressant, je te remercie. Et bien, merci à tous d'être venus. J'espère que vous repartez avec plein de choses, plein d'idées nouvelles dans votre tête et que, eh bien, ma foi, vous avez appris des choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Toute l'équipe vous remercie. À bientôt.